Donc on a une matinée extrêmement chargée puisque nous avons deux belles auditions et qu'il ne faut pas prendre de retard sur l'audition qui va suivre. Donc notre première audition avec Monsieur le Président de France Industrie, Alexandre Sobo, que je remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation. Elle devra se terminer à 11h puisque vous le savez, à 11h, on accueille le président de la FNSEA, Monsieur Arnaud Rousseau. Donc je suis particulièrement heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Après des décennies de désindustrialisation massive, votre secteur a fait l'objet d'un intérêt renouvelé de la part des pouvoirs publics depuis les années 2010. Ici, nous ne pouvons que nous en féliciter. C'est la crise du Covid qui, en mettant en lumière nos dépendances aux chaînes d'approvisionnement internationales, a dévoilé les effets néfastes de décennies de délocalisation à tout crin. Depuis, on parle beaucoup de réindustrialisation, de relocalisation. Aujourd'hui, le ministre de l'Économie affiche l'ambition de porter la part de l'industrie dans le PIB à 15%. C'est actuellement moins de 10%. Pour la première fois en 40 ans, le Parlement a examiné au printemps dernier une loi sur l'industrie. Même si cette dernière n'était pas vraiment à la hauteur de ce que nous espérions, nous ne pouvons que nous réjouir de cette attention renouvelée au secteur industriel. Signe d'ailleurs de l'importance particulière que nous y attachons, nous, ici, au Sénat, notre commission va ressusciter dans les prochaines semaines, dès le début du mois de mars, son groupe d'études sur l'industrie qui était présidé par Alain Chatillon et qui sera présidé, avec l'accord d'Alain, par notre collègue Martine Berthet. Et je vous encourage, mes chers collègues, pour ceux qui ne se seraient pas déjà inscrits dans ce groupe d'études, à pouvoir le rejoindre. C'est vraiment un sujet crucial pour l'avenir de notre pays. Si l'industrie donc est revenue au cœur du débat public, il me semble pourtant que la réindustrialisation marque déjà le pas, et ce, malgré des efforts financiers considérables consentis dans le cadre du plan de relance, puis du plan France 2030, et en dépit des annonces triomphalistes du gouvernement. Un sondage tout récent révélait par exemple que 90% des patrons français installés à l'étranger n'envisagent pas de relocaliser leur activité en France. À cela, plusieurs facteurs sur lesquels j'aimerais que vous nous éclairiez. La conjoncture générale d'abord, avec les conséquences de l'inflation et surtout la remontée des taux d'intérêt qui risquent de grever la capacité d'investissement de nos entreprises. Et ce, alors même que nous le savons, la transition verte nécessitera des investissements considérables, tant pour décarboner l'industrie traditionnelle que pour développer de nouvelles filières d'industrie verte. Ensuite, les prix de l'énergie, qui sont un facteur déterminant de la compétitivité de notre industrie face à nos concurrents américains et asiatiques. Êtes-vous optimiste sur l'issue des discussions avec EDF et avec Bercy sur le système post-ARENH ? Quel devrait être pour vous le prix cible idéal pour les consommateurs industriels et en particulier pour ces quelques milliers d'entreprises très électro-intensives dont l'activité dépend complètement du coût de l'électricité? Mais je sais que vous aurez aussi à cœur de parler des industries électro-sensibles qui sont au milieu, dessous juste les industries électro-intensives. Dans l'intervalle, quels seront les effets sur le secteur de la remontée des taxes sur l'électricité? Au-delà de ces facteurs conjoncturels, quels sont pour vous les freins structurels les plus importants au développement d'activités industrielles en France? Est-ce la complexité des procédures d'autorisation qui allège parfois démesurément les délais d'implantation? Est-ce la disponibilité ou le manque de foncier ou les contraintes qui pèsent sur le foncier? Est-ce le poids de la bureaucratie et les changements permanents de la réglementation? On nous promet d'ailleurs pour le printemps une nouvelle loi de simplification. Qu'en attendez-vous précisément? J'aimerais enfin que vous nous exposiez vos inquiétudes concernant la mise en place à l'horizon 2026 de la taxe carbone aux frontières et la fin des quotas gratuits d'émissions de gaz à effet de serre.
car je comprends que des difficultés majeures se profilent pour des pans entiers de notre industrie, mais que personne n'ose encore en prendre la pleine mesure. Voilà déjà un certain nombre de questions auxquelles je sais vous allez répondre avec précision et détermination. Avant de vous laisser la parole, je vous précise que cette audition est captée et elle est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et la vidéo sera ensuite disponible en vidéo à la demande. Voilà, Monsieur le Président, je vous laisse la parole et ensuite on ouvrira le débat avec nos collègues qui, j'en suis convaincue, vous poseront un grand nombre de questions supplémentaires ou complémentaires. C'est à vous. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci d'abord pour votre invitation. Évidemment, le président de France Industrie a à cœur la situation et les perspectives et l'avenir de l'industrie française, mais je ne peux pas m'empêcher de commencer mon propos en rappelant que sans doute plus que jamais, l'intérêt de l'industrie et l'intérêt de notre pays sont alignés. Je crois vraiment, quand on regarde toutes les difficultés qu'on a rencontrées sur le commerce extérieur, sur l'échelle, l'ascenseur social en panne, sur... J'ai entendu hier la smicardisation de notre économie qui est clairement pas le fait de l'industrie puisque, je le rappelle, on a besoin d'emplois qualifiés et quand on regarde les perspectives, c'est de plus en plus. On a en moyenne des salaires dans l'industrie qui sont 15% supérieurs à la moyenne nationale. Donc on est dans un environnement où on a besoin de compétences, on les récompense, on les reconnaît, on promeut les gens, on a un ascenseur social qui fonctionne plutôt bien, compte tenu de la structure de nos entreprises, des perspectives et des besoins. Donc on est aussi sur, je le rappelle toujours, hein, les 3/4 de l'emploi industriel se situent hors métropole. Et donc par rapport à la question de nos territoires oubliés, des difficultés qu'on va rencontrer, l'industrie ancre l'activité dans les territoires qui en ont besoin. Et je pense qu'une partie des difficultés qu'on connaît, ce qu'on a appelé, pardon pour la formule, la diagonale du vide, est aussi le reflet de ce long et lent phénomène de désindustrialisation pendant une quarantaine d'années que vous avez rappelé en introduction. Donc quand on regarde tout ça, on voit bien qu'il y a un extraordinaire alignement et ce besoin a été encore renforcé par les événements récents. On a parlé effectivement de la crise sanitaire et de notre difficulté à obtenir un certain nombre d'équipements en urgence. On l'a vu aussi avec la guerre en Ukraine, notre dépendance énergétique, les perturbations logistiques qui ont suivi et la difficulté d'approvisionnement. Donc l'ensemble de notre pays et d'ailleurs de nos industriels se sont reposés beaucoup de questions sur les chaînes de valeur, la dépendance stratégique. Et on a vu à cette occasion, honnêtement pour moi c'est la première fois, là on va peut-être trouver des traces antérieures, même l'Europe s'est posé des questions sur des enjeux de souveraineté qui est un débat qui n'existait pas. Pendant des années, l'Europe s'est vue comme le plus grand marché du monde, le plus ouvert, le plus attractif et finalement être le plus grand marché du monde était la façon pour l'Europe d'exercer son influence. Et dans un monde qui change, comme on le voit aujourd'hui, guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, voire guerre tout court dans certaines régions du monde, et y compris assez proches de notre Europe que l'on croyait en paix pour longtemps, on voit bien que dans cet environnement, la question de la souveraineté se pose dans des termes radicalement différents. Et on mesure aussi à cette occasion, on peut parler de munitions, que se réarmer, donc reconstruire, rebâtir, être capable de produire plus, c'est à la fois indispensable et c'est encore difficile. La courbe, vous l'avez rappelé, s'est inversée. Hein. Après 40 ans de déclin, l'emploi industriel s'est stabilisé, voire légèrement recommencé à croître. On est à peu près à 100 000 emplois créés sur les 6 dernières années. Ce qui là aussi n'est pas énorme en valeur absolue, mais quand vous regardez la tendance précédente, hein, c'est le chiffre qu'on détruisait les mauvaises années en un an. Donc quand on fait des courbes, on a une inflexion majeure qui montre bien que depuis que les gouvernements ont commencé à se préoccuper sérieusement de la situation de l'industrie et mettre en œuvre une politique de l'offre, de compétitivité et de baisse d'un certain nombre d'impôts, je pense derrière tout ça aux impôts de production, il s'est passé des choses positives. Alors, comme toujours dans l'industrie, ça baisse doucement et ça remonte doucement. On est sans doute l'activité économique du temps long. Et donc notre grande préoccupation dans cette période, c'est de s'assurer que ce qui a permis d'infléchir la situation, d'inverser la tendance, va s'inscrire dans la durée. Parce que 10, 20, 30, 40 000 emplois par an pour récupérer, je ne sais pas si on arrivera aux 15%, moi je me méfie des objectifs chiffrés. Mais en revanche, ce qui est important, c'est que la courbe soit bien dans la bonne direction et que ça remonte tous les ans en termes d'implantation industrielle, en termes d'emploi. Et je ne sais pas où on sera dans 5, 10 ou 15 ans, mais si la courbe reste positive, c'est sûr qu'on aura
repris une place en Europe et dans le monde qui sera meilleure que celle qu'on a aujourd'hui. Et finalement, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est à quelles conditions cette dynamique qui a été enclenchée ces dernières années va se poursuivre. Et là, on voit un certain nombre d'obstacles. Alors, il y a les obstacles, j'allais dire, qui sont les mêmes pour tout le monde, la conjoncture. On est sorti d'une période de fort rebond, ça se tasse un peu. Aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, c'est que c'est pas la fin du monde. On n'est pas, enfin, quand on interroge nos industriels, qu'on voit la conjoncture, l'emploi, les embauches, l'activité, on voit bien que ça va moins bien qu'il y a 1 an et demi, mais qu'on n'est pas du tout dans un effondrement de l'activité industrielle, mais plutôt un atterrissage en douceur. Alors, je me méfie toujours des atterrissages en douceur tant qu'on n'a pas touché le sol. On ne sait pas quel va être le point où on arrive, mais en tout cas, pour l'instant, j'allais dire, ça se passe sans dommages graves. Après, on a, pour moi, 3 grands défis. Le premier, enfin 3 voire 4, on a le défi de la compétitivité, c'est-à-dire il ne faut pas penser parce que ça va mieux qu'il faut s'arrêter. On voit bien quand on regarde tous les indicateurs que nos entreprises restent beaucoup plus taxées que la moyenne européenne et nos entreprises industrielles beaucoup plus taxées que leurs grandes homologues allemandes, espagnoles ou italiennes. Pour citer juste nos grands voisins, n'allons pas chercher trop loin la concurrence qui peut nous faire du mal. Le deuxième grand chantier, on le voit, c'est au sortir de cette crise énergétique, c'est la question de l'énergie. Vous l'avez évoqué en introduction, Madame la Présidente. Alors là aussi, je me garderai du fétichisme des chiffres, même si j'ai bien entendu la question. Ce que l'industrie attend dans les différents secteurs, et notamment tous les secteurs où l'industrie, l'électricité et l'énergie est un sujet sensible, c'est une énergie à des prix comparables à ce que peuvent avoir nos grands concurrents. Alors quand on parle aux grands concurrents sur ce sujet, c'est pas trop l'Europe, l'Union européenne. On va aller regarder l'Europe du Nord, notamment la Norvège, la Suède avec les barrages et leur capacité à adosser à des productions très compétitives un certain nombre d'activités. Et puis surtout, il faut aller regarder en Chine et en Amérique du Nord, avec là aussi une électricité qui aujourd'hui est sensiblement inférieure à ce qu'on peut trouver en France. Et donc la question, c'est tout l'objet des annonces du gouvernement dans le cadre de sa nouvelle politique électrique et de la nouvelle stratégie d'EDF, c'est finalement comment est-ce que la nouvelle stratégie commerciale d'EDF, responsable et engagée, si j'ai bien entendu la formulation, permet à tous les acteurs pour qui c'est un sujet sensible, on l'a estimé autour de 8000 entreprises, hyper électro-intensifs, électro-sensibles, alors à des degrés divers, pour qui, si on n'est pas capable dans les mois qui viennent de leur offrir une énergie à prix compétitif, on verra un certain nombre d'activités baisser. Vous avez, je pense tous, dans vos circonscriptions et dans vos territoires des activités de ce type. Si vous allez leur voir, ils vous diront, alors, il n'y a pas 2 situations pareilles. En fonction de l'intensité concurrentielle, en fonction du coût de déplacement de la matière, il y en a certains qui vont avoir besoin de plus près de 50 que de 70. Il y en a d'autres qui vous diront, je peux y arriver quand je suis entre 60 et 70. Et puis derrière, quand même, vous l'évoquiez en introduction, mais je pense que c'est le moment d'en dire un mot, il y a le sujet de la compensation carbone. Je rappelle que l'Europe est l'endroit où le monde économique paye l'essentiel des taxes carbone. Et donc derrière, nos consommateurs, évidemment, payent l'essentiel du coût du carbone. Et dans des secteurs électrosensibles, électro-intensifs, dans lesquels le prix de l'énergie est majeur, la compensation carbone est un instrument clé de la préservation de la compétitivité de ces acteurs. Et si on n'y prend pas garde, si on met cet outil en réduction sans s'assurer que les outils qu'on va mettre à la place fonctionnent, et aujourd'hui, je pourrais revenir un peu plus tard si vous avez des questions sur le MACF, on a d'énormes doutes sur le fait que le MACF tel qu'il est construit aujourd'hui permet de répondre à la problématique de compétitivité de l'industrie concernée, et en particulier de tous nos acteurs sensibles au prix de l'énergie. Donc la préservation des quotas gratuits et de la compensation carbone, tant qu'on n'a pas validé que le système qu'on va mettre à la place protège correctement tous les industriels concernés, est pour nous une priorité, sous peine de voir le schéma et la trajectoire de désindustrialisation reprendre. Je rappelle qu'on est, quand on regarde les ouvertures, on est sur quelques dizaines ou quelques centaines d'ouvertures quand on est en positif, on est sur des chiffres équivalents quand on est en négatif. Là, on parle de 8000 entreprises qui pourraient être fragilisées, donc les effets sur la réindustrialisation ou la désindustrialisation pourrait être majeur. Donc le sujet de l'énergie et tout ce qu'il y a autour est un élément clé. Le troisième chantier, c'est tout ce qui va tourner autour de ce qui est autour de la réindustrialisation, donc à commencer par les compétences, notre capacité à être attractif. Là, c'est notre responsabilité industrielle de donner à voir l'industrie de demain,
technologique, innovante, dans lequel il fait bon travailler, avec des perspectives de carrière, des salaires attractifs. C'est notre travail d'industriel. Et puis il y a tout ce qui va autour, infrastructure quand on met une nouvelle usine, logement pour les salariés qu'on voudra accueillir. Je crois que le maire de Dunkerque s'est exprimé sur le sujet avec les enjeux formidables, mais quand même un gros défi. Infrastructure, logement, école, capacité d'accueil, travail du conjoint. Il va se poser autour de ces endroits où on a une vraie réindustrialisation des questions qui vont bien au-delà de ce que nous savons faire tout seuls. Et puis le dernier chantier, je ne peux pas ne pas l'évoquer en introduction, c'est la question de la réglementation. Là aussi, qu'on ne se trompe pas, nous comprenons la nécessité d'une réglementation. Simplement, ce qu'on observe trop souvent en Europe en général et en France en particulier, c'est cette idée que nous devons avoir la réglementation la plus exigeante du monde. Et encore une fois, ça peut être à certains endroits un très bon objectif stratégique, sans se poser la question de ce que font les autres et des effets que ce niveau extraordinairement exigeant peut avoir sur le tissu économique. Et je pense qu'il faut vraiment en permanence qu'on se pose cette question pour apporter une réponse qui soit ne pas renoncer à l'ambition, évidemment, de protéger nos concitoyens, d'être le plus en avance possible sur les sujets des émissions carbone et de tout ce qui va être des enjeux majeurs dans lesquels, je rappelle, l'industrie est pleinement engagée. L'industrie, avec tout ce qui avait été calé ces dernières années, était au rendez-vous de la SNBC 2. Et dans le cadre de France 2030, s'est mis au travail pour faire une marche supplémentaire et essayer d'être au rendez-vous de ce qui sera la SNBC 3 et les nouveaux objectifs venus de l'Europe, avec le moins 55 et tous les chiffres que vous connaissez aussi bien que moi. Simplement, comme je le dis toujours, être ambitieux, être exigeant, oui, avec une limite, c'est bien s'assurer que dans notre monde où les choses peuvent être faites ailleurs, le faire mieux en France ou en Europe ne voudra pas dire faire ailleurs. Parce que là aussi, on a une règle assez simple qu'on a observée partout. Toute activité qu'on fait en dehors de France émet plus de carbone que la même faite en France, même dans les conditions équivalentes, compte tenu de l'électricité décarbonée dont on dispose, compte tenu de l'ensemble de la réglementation qui est déjà en vigueur. Et donc c'est vraiment trouver ce bon équilibre entre la nécessité de continuer à avancer sur des enjeux majeurs, protection de la planète par rapport au réchauffement climatique et les conséquences que ça peut avoir sont évidemment des éléments majeurs et qui peuvent avoir des conséquences très lourdes pour notre pays, pour notre planète, pour nos concitoyens et donc pour l'activité économique. Donc quand un industriel dit ça, il est évidemment d'abord un citoyen, mais il est aussi conscient des effets que tout ça peut avoir sur l'activité économique. Donc là-dessus, n'ayez aucun doute sur l'engagement du monde industriel pour avancer dans cette direction, avec le travail qu'on doit faire, les échanges qu'on peut avoir en permanence pour trouver ce bon équilibre entre ce qu'on nous demande et ce qu'on est capable d'obtenir des autres. Et derrière tout ça, il y a la notion de ce qu'on appelle aujourd'hui la clause miroir. C'est-à-dire, si on veut imposer, et je pense que vous aurez quelques discussions avec mon successeur dans cette salle, donc je ne vais pas la préempter, mais là aussi, c'est très visible dans l'agriculture, mais sachez que c'est la même chose dans l'industrie. On a des sujets, on est quand même les champions pour fixer nos valeurs limites d'exigence quand il y a des fourchettes européennes, au niveau le plus exigeant, voire même au-delà de la fourchette européenne. J'ai pas l'impression, quand les Allemands se mettent en haut, en milieu de fourchette, pardon, qu'ils aient moins souci de leur population que nous. Et donc, finalement, le bon point d'équilibre, c'est celui qui est accessible en fonction de la technologie du coût. À partir du moment où on est dans un environnement qui paraît raisonnable, et donc comment on a ce dialogue à la fois constructif et apaisé pour trouver le bon équilibre. Et c'est aussi vrai quand on parle de produits qui arrivent du reste du monde. Si on a un niveau d'exigence qu'on impose à tous ceux qui produisent, qu'ils soient industriels, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient agriculteurs, qui fournissent des services et tout ce qui tourne autour, il faut se poser la question de est-ce qu'on est capable de s'assurer que ce qu'on laisse rentrer sur notre territoire, qu'il soit européen ou français, est soumis au même niveau d'exigence. Et il faut accepter, quand on n'en est pas capable pour de bonnes raisons, parce que le pays avec qui on veut commercer n'est pas encore prêt, parce qu'on veut l'accompagner lui aussi dans une transition, il faut accepter que, ou pendant un certain temps, ou en attendant des réponses, on soit capable de mettre l'exigence pour le producteur français et européen au même niveau. Je pense que c'est vraiment autour de ces réflexions qu'il faut qu'on continue à travailler, non pas pour dégrader, non pas pour faire moins bien, mais pour faire mieux et pour s'assurer que, comme je le dis toujours,
dans l'industrie en particulier, ce secteur dans lequel, quand on ne le fait pas chez nous, mais que le besoin demeure, c'est simplement qu'il est satisfait par quelqu'un d'autre. C'est pas, j'allais dire, pardon, je travaille beaucoup avec mes amis du logement, mais quand vous vous logez et vous ne pouvez pas aller vous loger de l'autre côté de la frontière, sauf quelquefois quand vous êtes frontalier. Mais globalement, la mobilité sur ces sujets, quand vous fabriquez un yaourt, quand vous fabriquez un engin de levage, quand vous fabriquez une voiture, le besoin existe, et tant que le besoin existe, sera satisfait par celui qui est capable d'offrir un produit de qualité à un prix compétitif. Et donc finalement, on observe le grand enjeu de l'industrie, c'est faire mieux ne doit pas vouloir dire faire ailleurs. Voilà, Madame la Présidente, en rapide introduction. Je n'ai pas traité complètement tout ce que vous aviez dit, mais vous m'aviez donné 10-15 minutes et je veux laisser non, mais je pense que pleine dans place aux les questions, nos collègues vont revenir sur certains points que j'avais soulevés dans mes propos liminaires. En tout cas, merci déjà pour vos propos. Et c'est vrai qu'on voit combien aujourd'hui, tant au niveau de la souveraineté énergétique, on rejoint aussi la souveraineté alimentaire. Et les deux auditions qu'on va suivre ont quand même véritablement une cohérence, ou en tout cas des propos qui sont portés communément pour assurer cette souveraineté énergétique et alimentaire. Alors je vais donner d'abord la parole à la présidente du groupe d'études sur l'industrie, à Martine Berthet, et au président de la délégation aux collectivités territoriales. Et ensuite, j'ouvrirai le débat et j'ai pris note de nombreuses interventions de nos collègues. Donc on va essayer quand même d'être court dans les questions pour qu'on ait le temps de faire passer tout le monde et d'avoir les réponses. Merci. Martine, à toi. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Président Sobo, merci également pour cet échange et ces éléments que vous nous apportez ce matin. Il est vrai que la réindustrialisation dans notre pays est un point important qui a été lancé par différents dispositifs, dont le plan France Relance, pour lequel j'ai participé au bilan il y a peu de temps. Alors moi j'aurais deux questions, je vais faire assez court effectivement. J'aurais deux questions. La première concernant justement la courbe de réindustrialisation. Quels impacts pour vous concernant le dispositif ZAN de zéro artificialisation nette? Est-ce que cela constitue un frein? Avez-vous pu déjà analyser ces différents éléments? J'aurais une question également. Alors, je pense que le sujet des compétences est en partie réglé parce que de nombreux dispositifs ont été mis en œuvre dans le cadre de vos filières industrielles. Mais ma dernière question posera sur la signature des contrats long terme avec EDF par les hyper-électro ou électrosensibles, mais surtout les hyper-électro intensifs. Ces contrats de long terme semblent un petit peu être longs au niveau de leur mise en œuvre, alors que l'on sait qu'il faut que cela se passe très vite, au plus tard au courant de mi-2024, puisqu'ensuite le dispositif de l'ARENE s'arrête. Donc, que pouvez-vous nous en dire? Quels sont les freins pour vous? Merci. Merci Martine. Olivier. Merci Madame la Présidente, président de la délégation aux entreprises et non aux collectivités territoriales. Monsieur le Président Sobo, la délégation aux entreprises que je préside examine aujourd'hui un rapport qui dénonce les obstacles rencontrés par les entreprises françaises pour accéder au foncier économique. Vous le savez, c'est un sujet particulièrement critique pour les PME et ETI industrielles. Je prends un exemple pour illustrer cette situation. Les rapporteurs, nos collègues Christian Klinger et Michel Masset, ont rencontré les dirigeants de l'entreprise Bridor. Ils ont renoncé à ouvrir un nouveau site créateur de 500 emplois dans son territoire historique à cause d'une véritable guérilla contentieuse, notamment sur le foncier. L'allongement des délais a tué dans l'œuf le projet. Les exemples de ce type sont malheureusement très nombreux. Ma question est donc la suivante. Pensez-vous que la loi Industrie verte que nous avons examinée au Sénat l'année passée est allée assez loin? De mon point de vue, nous faisons beaucoup pour les gigafactories et les projets d'ampleur nationale, mais peut-être pas assez en termes de simplification et d'accompagnement pour les PME et ETI, qui sont pourtant le cœur économique de nos territoires. Concernant les délais et les recours abusifs, qui sont en train de devenir une malheureuse exception française, nous devons davantage sécuriser les projets des entreprises. Sinon, la réindustrialisation que nous appelons tous de nos voeux n'a aucune chance d'aboutir. Êtes-vous en accord avec cette appréciation et quelles évolutions préconiseriez-vous en la matière? Merci. Alors, je vous propose de répondre, Monsieur le Président, à la fois à Martine et à Olivier. Ensuite, on ouvrira les questions 3 par 3. Pardon.
merci beaucoup. Merci pour ces questions. Alors, si je commence par la courbe de réindustrialisation, encore une fois, c'est très clair. On a arrêté la désindustrialisation. On est sur une remontée lente, progressive, donc encore fragile. Mais la dynamique est bonne et comme je l'évoquais en introduction, il faut que ça se poursuive. Alors, nous, on a une approche assez simple qui consiste à dire que tout projet d'activité industrielle nouvelle, que ce soit un étranger qui vient, un Français qui rapatrie une activité, que ce soit une PMI qui veut construire une travée supplémentaire parce que son business se développe, qu'il a une nouvelle activité, que ce soit une start-up industrielle qui a trouvé une solution géniale et qui est en train de réussir et qui a besoin de construire sa première usine ou peut-être demain de grandir. Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon et de mauvais, il n'y a pas les grands et les petits. Tout ce qui est plus d'industrie en France, compte tenu des enjeux que j'évoquais en introduction, doit pouvoir se faire. Et finalement, nous, l'exercice auquel on se livre, en prenant les exemples et on essaye d'avoir des remontées, des dispositions, vous évoquiez le ZAN, qui sont assez récentes, donc on est très inquiet. Et on a demandé à nos industriels de nous remonter à quel moment, que ce soit sur ce sujet, sur des nouvelles règles foncières, les modifications de PLU, les SCOT, STRADET et autres joyeux dispositifs que nous avons construits pour bien gérer l'aménagement du territoire. C'est vraiment d'identifier à chaque fois est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque. Et en anticipant un tout petit peu sur la question, je suis comme vous, c'est-à-dire que quand c'est un grand projet qui a été bien identifié, ce que je pense, c'est que si la volonté de le faire existe, on viendra à bout des difficultés, dans la très grande majorité des cas. En revanche, toutes ces règles qu'on vient sédimenter, et notamment le ZAN, me laissent très perplexe quant aux petits projets, qui sont une PMI qui a besoin de s'étendre sur l'espace qu'elle a gardé derrière. Elle a gardé 1 hectare ou un demi-hectare pour le jour où elle veut s'étendre, mais elle a évidemment gardé en champ. J'ai moi-même une usine dans la région de Reims, et j'ai un magnifique champ qui pourrait permettre de l'étendre un jour. Je ne sais pas ce que j'aurai le droit de faire. Pour l'instant, l'activité permet de travailler dans l'environnement prévu, donc je n'ai pas posé la question. Mais comment est-ce qu'on s'assure que dans ces situations-là, les règles qui ont été construites n'amènent pas à un moment, pour des raisons qui par ailleurs peuvent être compréhensibles, un élu local à refuser la demande de l'industriel, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Une PMI, si elle ne peut pas le faire là où elle est, elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas ailleurs, elle n'est pas en situation de gérer une deuxième implantation ou de l'autre côté de la ville ou dans un territoire voisin. Elle n'a pas l'organisation et l'infrastructure. Donc, à la taille où elles sont, c'est là où elle est sur l'espace qu'on peut lui libérer juste à côté, ou alors elle ne le fait pas. Donc, on a vraiment autour de ça une vraie préoccupation. Alors nous, on avait fait un certain nombre de demandes, au-delà de ce que philosophiquement, il nous semble que la sobriété foncière, la gestion de la biodiversité et le fait qu'on limite au maximum l'emprise sur des sols vierges est un bon objectif stratégique. Il nous semble que vouloir l'atteindre par une interdiction, par un zéro quelque chose, est sans doute pas la façon la plus efficace d'atteindre l'objectif sans dommage économique significatif. Et d'ailleurs, quand on regarde ce que font nos voisins, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de pays qui se sont saisis de cette préoccupation et qui ont une approche beaucoup plus pragmatique autour de la sobriété. C'est-à-dire quand il y a une friche industrielle qui existe et que l'implantation permet de répondre aux besoins, évidemment, il faut se mettre sur la friche. Alors, il faut traiter les sujets de dépollution, de responsabilité. Je vous rappelle que là aussi, j'ai quelques exemples de dossiers dans lesquels ça ne s'est pas fait parce que l'industriel qui vendait n'était pas, libéré de son engagement, quitte à avoir fait un certain nombre de choses, que la collectivité n'avait pas ou la volonté ou les moyens de prendre cette responsabilité et que celui qui arrive. Donc on a là aussi un certain nombre de sujets de droit à traiter pour être sûr que tout ça peut se produire. Que dans l'analyse d'un projet, là où on a peut-être eu une approche un peu généreuse, on se dise quelle est la vraie surface dont vous avez besoin, qu'on se pose la question d'organiser tout ça dans une logique de sobriété, évidemment, il faut le faire. Mais quand on va vers de l'interdit et du zéro, je pense qu'à un moment ou à l'autre, on a demandé à toutes nos fédérations, tous nos adhérents en territoire de nous remonter de toutes difficultés pour rencontrer, mais j'ai peur qu'on observe dans les années qui viennent des situations dans lesquelles en fait ça aura empêché quelque chose de se faire. Alors nous on fera notre travail de représentation de l'industrie pour alerter, sensibiliser les collectivités locales concernées, au niveau de la région qui a une réserve et qui peut porter un certain nombre de choses, au niveau de l'État à chaque fois que c'est nécessaire. Mais on sait bien quand le système est bien contraint, et ça renvoie sur
Sur l'autre partie de la question, sur tout ce qui est recours, là aussi, on est dans un état de droit. J'y suis, je pense, aussi attaché que vous. Est-ce que pour traiter un sujet, on a besoin d'avoir 5 voies différentes de recours qui sont en général assez bien gérées par les opposants pour être séquencées et non pas cumulées, que la justice se pose la question s'il est saisi par quelqu'un qui a un intérêt à agir, un vrai intérêt à agir. Je pense qu'on a là aussi une réflexion à avoir, non pas pour priver l'écosystème et le justiciable de sa capacité à se faire entendre, mais se faire entendre parce qu'on a une raison de le faire en une seule fois, avec des règles raisonnablement claires et un délai qui permet à l'activité économique, quand la réponse est oui, de se poursuivre. Parce que pour revenir à l'exemple qui a été donné sur Bridor, ce qui a fini par faire renoncer les gens, c'est le temps que ça a pris. C'est-à-dire qu'il s'est passé presque une dizaine d'années entre le moment où la chose a été lancée et le moment où il a constaté qu'il n'était même pas encore au bout de la perspective juridique et qu'un nouveau recours avait été admis. Et donc, à un moment donné, il faut bien voir que le rythme de l'activité économique, il est normal qu'il respecte le temps de la bonne justice, mais je ne suis pas sûr que 10 ans de recours sur un projet industriel, ce soit le temps de la bonne justice, pour le dire simplement. Et puis pour répondre, parce que j'ai, vu la cohérence des points pas répondus sur la partie énergie, Madame Berthet, aujourd'hui, il y a pas mal de discussions qui ont lieu effectivement entre EDF et nos hyper électro-intensifs. Je crois qu'Arcelor a fait état du fait qu'il avait trouvé, en tout cas, un cadre d'accord pour le développement de son activité à Dunkerque. Il y a un certain nombre d'autres discussions. Alors, nous ne sommes pas dans le secret des discussions, puisque toutes ces discussions sont évidemment marquées par la confidentialité des affaires. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ça avance doucement. Certains diraient même trop doucement par rapport à l'échéance que vous donnez. Alors, la fin de l'ARENH, c'est fin 2025. Mais pour tous ceux qui ont des investissements à faire, c'est un horizon, notamment dans ces secteurs qui sont très intensifs en termes de capital mis sur place, un horizon de 18 mois et au-delà duquel on ne sait plus à quel prix on aura son électricité, est à l'évidence un frein à certaines décisions. Donc il faut que ça avance. Je porte ce message aussi souvent que possible auprès du patron d'EDF, dont je reconnais la volonté d'avancer et les engagements qu'il a pris. Maintenant, l'exécution de tout ça est un exercice compliqué. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet il y a quelque temps. Le tissu industriel dépendant du prix de l'électricité est dans un état d'inquiétude incontestable parce que les sujets sont complexes, parce que les outils qui sont proposés ne sont pas tous simples à mettre en œuvre ou ne sont pas encore tous parfaitement adaptés aux besoins. La vérité, c'est qu'on change de monde, des environnements qui étaient très réglementés avec une perspective que tout ça s'arrête. Et ce qui fera la compétitivité de l'industrie française, ça a été dit, c'est la nouvelle politique commerciale d'EDF. Il faut que ça se traduise. Et aujourd'hui, on est au début. Donc, il faut qu'on batte la mesure. Il faut que ça continue à avancer. Et, j'allais dire, ce qui me rassure le plus dans cet exercice, c'est que le gouvernement s'est clairement engagé une clause de rendez-vous à l'été, avant l'été, dans lequel on fera un bilan de ce qui s'est passé. Et il a bien mis la compétitivité de notre industrie comme un des éléments clés d'évaluation de la pertinence de ses choix et de la capacité d'avancer. Donc, on va continuer à travailler dur pour être capable de faire un bilan à date. Et j'espère qu'il restera, si ça s'avère nécessaire, une fenêtre législative pour procéder à des amendements si il s'avérait nécessaire. Mais clairement, le texte de loi tel qu'on a vu un projet sortir, c'est pas ce texte qui traite de la compétitivité de l'industrie. Il traite de la protection macro du système, il traite d'un certain nombre de choses, mais on l'a dit depuis le début, ce qui fera la compétitivité, c'est le prix que nos opérateurs, à commencer par le premier, pourra faire à l'industrie pour qui le sujet est sensible. Et on est au début de ces discussions, et c'est vrai qu'elles avancent, on va le dire comme ça, doucement. Merci. Alors, on va prendre des questions de Philippe Grosvalet, de Christian Redon-Sarrazy et d'Amel Gacquer. Assez rapidement, s'il vous plaît. Oh, je n'interviens pas souvent, Madame la Présidente. Non. Je voudrais, moi, interroger France Industrie sur une évolution très nouvelle du développement industriel. J'habite sur l'estuaire de la Loire, donc un espace extrêmement sensible
sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan social, où se développent des industries diverses, des industries carbonées, une raffinerie, une centrale au charbon encore, mais aussi on construit des avions, des paquebots, je regarde mes amis écologistes en disant cela, mais aussi le premier territoire à accueillir un parc éolien offshore en France. Si je vous interroge, c'est que nous sommes finalement un micro-laboratoire du développement industriel, soit pour des implantations nouvelles, soit pour développer nos propres industries, et je considère que le monde industriel est encore trop peu à l'écoute de cette double sensibilité. D'abord celle de notre environnement, notamment chez nous la question de l'eau, de l'air, du sol, et puis également la sensibilité citoyenne où si ces préoccupations ne sont pas prises en compte, il n'y aura pas de développement industriel. Or, il y a encore des entreprises voyouses, comme par exemple Yara, qui préfère sur cet estuaire, en fabriquant des produits chimiques qui d'ailleurs devraient concourir à la souveraineté agricole de notre pays, préfère payer des amendes très lourdes plutôt que de se conformer aux règlements que lui impose la France. Donc je pense que cette culture nouvelle pour le monde industriel n'est pas suffisamment prise en compte. Alors que des potentiels importants se font, et c'est l'objet de ma question, s'agissant des énergies renouvelables. Comment France Industrie perçoit l'évolution de la part industrielle consacrée aux énergies renouvelables dans les années futures, et comment nous comparons-nous d'ailleurs aux autres pays européens quand on sait que, par exemple, les chantiers de l'Atlantique qui fabriquent des bateaux ont pris une commande récemment aux États-Unis pour une sous-station, c'est-à-dire un seul objet d'un parc éolien offshore, dont le chiffre d'affaires sera 1,5 fois supérieur au prix d'un des plus gros paquebots du monde. Donc on voit bien les enjeux, y compris pour la balance commerciale de la France, à s'engager dans les énergies renouvelables. On a beaucoup parlé encore hier de l'engagement sur le nucléaire. Moi je crois beaucoup à l'engagement industriel sur notamment les énergies renouvelables. Donc comment France Industrie perçoit ces évolutions environnementales, sociales et économiques ? Philippe. Christian. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Aujourd'hui, l'industrie, c'est directement plus de 3 millions d'emplois, mais plusieurs décennies de désindustrialisation ont laissé des traces durables, en particulier au niveau des compétences. Fin 2022, 65% des entreprises du secteur manufacturier déclaraient avoir des difficultés de recrutement, et ce pourcentage n'a jamais été aussi élevé depuis 2000. Cette pénurie concerne tous les niveaux et malgré le nombre d'offres, on observe toujours un déficit d'orientation vers ces filières, en dépit notamment de belles perspectives de carrière offertes par exemple par les écoles d'ingénieurs et les parcours de formation aujourd'hui qui existent. L'apprentissage a fortement progressé, mais je pense qu'on atteint un plafond. Donc ma question c'est, pensez-vous que les recrutements à venir seront en volume et en qualité à la hauteur des besoins que la réindustrialisation que nous souhaitons tous arrivera quand elle arrivera, et sinon quelle piste envisagez-vous au niveau national ou sur un périmètre plus élargi pour y remédier? Merci. Amel Gacquer. Merci Madame la Présidente. Je vais finalement commencer par ma deuxième question pour retirer le fil de la question précédente de mon collègue, revenir donc sur l'enjeu des compétences. Donc j'ai bien entendu, et c'est vrai que nous l'évoquons régulièrement, notamment avec Sophie Primas, on a eu l'occasion de le faire dans un rapport il y a quelques mois. Donc j'ai bien entendu la prise de conscience de cet impératif de disposer de la mobilité. Moi, ma question, en tout cas mon point d'attention, c'est surtout le développement de réponses adaptées, de réponses des territoires sur cet enjeu de main-d'œuvre dont on a besoin. Et donc, 2 points d'attention. Les tensions, en fait, aujourd'hui, de main-d'œuvre se retrouvent dans les territoires aussi parce qu'on retrouve un taux, ce qu'on appelle un taux d'évaporation des jeunes formés aux métiers industriels fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement ces jeunes qui aujourd'hui sont formés aux métiers industriels, mais qui n'occupent pas ces métiers, les métiers pour lesquels ils sont formés pour 2 raisons. Soit parce qu'ils sont orientés vers des filières par défaut, ils se rendent compte que ça ne les intéresse pas. Puis le deuxième sujet, c'est celui de la mobilité, c'est-à-dire être formé sur des métiers sur lesquels il n'y a pas de besoin sur leur bassin. Les écoles de production, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des réponses aujourd'hui sur lesquelles, de mon point de vue, il faut accélérer.
accélérée. Les écoles de production qui clairement sont des solutions qui répondent à des besoins exprimés par des consortiums d'entreprises. Donc aujourd'hui, votre point de vue, je pense le connaître. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est est-ce que ces réponses sont vraiment développées particulièrement spécifiquement. Et puis deuxième petite chose sur cette question-là, c'est la réponse globale. On a eu l'occasion de l'évoquer régulièrement avec la présidente. Bien sûr qu'il y a la réponse de compétences, mais les réponses globales qu'il faut apporter, vous l'avez dit, logement, services, mobilité. Est-ce qu'aujourd'hui, alors bien sûr, dans mon territoire, je suis issue des Hauts-de-France, encore avec l'annonce d'une nouvelle entreprise de Tiamat à Amiens, on se rend compte que le sujet va encore davantage prendre de place, mais on a de vraies réponses, mais globales à apporter. Juste une petite question sur un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est juste sur le plan relocalisation sur lequel la Cour des comptes a émis un avis plutôt mitigé fin d'année 2023 en disant que ce plan aujourd'hui n'était pas forcément à la hauteur et que nous n'avions pas assez avancé sur notre souveraineté industrielle. Je m'arrête là. Merci. Merci. Je vous propose de répondre à ça. Merci beaucoup. Un petit peu de travail, effectivement, pour répondre à tout ça. Alors, pour commencer par la première question, je veux le redire aujourd'hui, je pense que, encore une fois, sans traiter les cas individuels, je n'ai pas vocation à traiter les cas individuels, mais en tout cas, pour ce que l'on observe entre l'engagement des filières, l'ensemble des contrats de transition écologique, les 50 sites à plus haut potentiel de décarbonation qui se sont engagés, je pense que l'industrie est engagée sans état d'âme sur une vraie trajectoire de décarbonation. Avec les deux questions que j'évoquais en introduction, qui sont comment est-ce qu'on assure que cette trajectoire est soutenable financièrement et raisonnablement compétitive une fois que ça fonctionne. Et on reboucle sur le prix de l'électricité, puisque dans la majorité des cas, la trajectoire de décarbonation, c'est de remplacer une source d'énergie qui était aujourd'hui fossile, que ce soit du charbon, du pétrole, du gaz, par de l'électricité décarbonée. Ou, mais ce qui revient au même, par de l'hydrogène. Donc tous ces procédés nécessitent de l'électricité décarbonée en quantité suffisante et il n'y a aucun doute quand vous prenez l'addition des engagements, il y a vraiment aujourd'hui je pense que plus personne ne peut contester le travail qui est fait, la contribution dans le passé de l'industrie à la décarbonation de notre économie et le fait que vous prenez les grands secteurs, l'industrie est le seul qui aujourd'hui est capable de démontrer qu'elle sait être au rendez-vous des obligations qui lui avaient été fixées par la loi et qui travaille déjà à tenir les engagements supplémentaires qui pourraient lui être demandés dans les années à venir. Un tout petit mot sur les énergies renouvelables. Moi, je suis technologiquement agnostique. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est que l'énergie soit décarbonée. Si on veut sauver la planète, il faut émettre moins de carbone. Et donc, chaque pays, en fonction de ses choix stratégiques, de son histoire, des technologies qu'elle maîtrise, apporte la réponse qu'il souhaite. Et la seule chose qui compte, c'est la part de carbone dans la production d'électricité nationale. Alors je suis le premier à être très perplexe que l'Europe ait décidé que ça devait être une part de renouvelable. Je veux dire, imposer du renouvelable à des pays qui ont, encore une fois, qui ont la capacité de produire de l'électricité décarbonée 120 ou 25 ou 30 ou 40% de renouvelable, je ne vois pas bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, si c'est une solution efficace, compétitive, performante. Mais autour de ça, il faut rester sur une ligne simple qui est est-ce que notre électricité est décarbonée ? Aujourd'hui, l'électricité française est la plus décarbonée d'Europe. Je rappelle que tous les jours, nos amis allemands qu'on cite en modèle produisent une électricité qui est, suivant les jours et l'intensité de production, entre 5 à 10 fois plus carbonée que la nôtre. Donc, la question qui se pose est juste celle-là. Et autour de ça, voilà, chaque pays, et c'est le choix de la représentation nationale, après débat et écoute des acteurs, fait des choix de stratégie énergétique. Mais il ne faut pas s'enfermer dans une solution ou une autre. Un pays qui, je pense à la Norvège ou à la Suède, qui a énormément de capacité à faire de l'hydraulique, qui est une industrie, une électricité totalement décarbonée et très largement pilotable, peut avoir des besoins moindres d'apporter d'autres solutions, tout en tenant ses objectifs d'une énergie décarbonée sur l'emploi, sur les défis de recrutement, sur l'orientation, etc. Pardon. Moi, je crois profondément que c'est la transparence qui permettra d'avancer. On défend depuis très longtemps cette idée que tout cursus de formation
qui soit initial, que ce soit de l'apprentissage, des écoles d'ingénieurs, des écoles de production, que ce soit des lycées professionnels ou autres, doit pouvoir dire aux gens qui rentrent dans un cursus, ça doit être vrai pour les chômeurs, ça doit être pour les gens qui veulent changer de travail dans des transitions professionnelles ou des évolutions de carrière, ça doit évidemment être vrai aussi quand on va accompagner, parce qu'on a des grands enjeux sur l'emploi des seniors, quand on va accompagner toutes ces populations, il faut absolument, quand les gens rentrent dans un cursus de formation, ils aient une absolue transparence sur 3 choses. Quelles sont les chances qu'ils ont d'aller au bout, c'est-à-dire quel est le taux de succès, obtention du diplôme moyen de tous les gens qui sont rentrés. Deuxièmement, quel est le taux d'insertion dans l'emploi, avec des critères simples. Alors aujourd'hui, la question se pose moins avec la quantité de CDI, mais c'est un CDD de plus de 6 mois ou un CDI moins de 6 mois après la sortie du cursus. Et puis la troisième chose, c'est le niveau de revenu ou le niveau de salaire qu'on peut attendre en sortie de formation. Et croyez-moi, si on est capable, avec l'engagement de tous, pour chaque formation qui est mise sur le marché, de répondre à cette question, je pense qu'on va assez naturellement, parce que les gens qui ce soit les parents, les jeunes ou les gens qui ça se reconvertir, faire une formation pour aller à un endroit où le taux d'insertion dans l'emploi est plus faible que là d'où on vient, et donc le salaire est moins bon, je pense que ça va en décourager certains. Et dans mes activités patronales, j'ai eu l'occasion de siéger il y a quelques années au Conseil de Pôle emploi et j'ai bien vu que aujourd'hui, on ne répondait pas à ça et qu'il y avait des gens qui faisaient des choix dont je pense que quand ils seront au bout de leur cursus, ils le regretteront parce qu'ils vont se mettre à un endroit du marché du travail qui est beaucoup moins bon que celui où ils étaient avant. Et je pense que, compte tenu de tout ce que l'industrie a à offrir dans ce domaine, en termes de parcours professionnel, de niveau de salaire, d'intérêt, de sens, parce que je vous rappelle que l'industrie étant largement engagée dans la décarbonation, ce que je dis à tout le monde, c'est que si vous êtes jeune aujourd'hui et vous voulez contribuer à sauver la planète, le meilleur endroit où vous pouvez aller, c'est l'industrie française. On a besoin de jeunes ingénieurs, on a besoin de cadres, on a besoin de compétences. Et je ne voudrais pas qu'on échoue sur tous nos grands projets qui soient autour de la décarbonation, de la réindustrialisation, par manque de ressources humaines, de gens qui ont envie et qui viennent travailler chez nous. Et je suis convaincu que la transparence sur tout ça est indispensable. Après, sur l'apprentissage, il y a eu un vrai développement. On a écouté les inquiétudes et les blocages du monde économique. Ça s'est traduit par une vraie augmentation. Je l'ai dit tout à l'heure, moi je n'ai pas le fétichisme du chiffre. Ce qui est important, c'est que tous ceux qui voient cette voie comme une bonne façon de trouver un métier qui les intéresse et d'accéder au marché du travail puissent le faire. Est-ce que c'est 700 000, 800 000, 1 million ou plus ? Je n'en ai pas la moindre idée. L'université est aussi un formidable endroit. On a parlé des écoles de production, on a parlé des lycées pro, avec des réformes en cours. Tout ce qui permet de donner des compétences à tous ceux qui en ont besoin pour venir travailler chez nous doit être encouragé et soutenu. Et les quelques critères que j'évoquais me semblent les plus pertinents pour y arriver. Et après, je l'ai évoqué en introduction, on a, nous, une vraie responsabilité en tant qu'industriel. On a fait des campagnes avec l'OPCO2I dans quelques fédérations pour montrer l'intérêt et la contribution du monde industriel aux enjeux du pays, pour donner envie aux gens de venir travailler chez nous. Il y a une grande campagne de l'OPCO, il y a la Fabrique de l'avenir. Alors on n'en fait sûrement pas assez. On a aussi engagé des travaux en territoire avec les régions pour l'orientation, pour rentrer dans les lycées, dans les collèges, pour donner à voir la réalité de l'industrie. Vous savez, quand vous regardez la vie d'un enfant aujourd'hui, sauf s'il a des parents, l'un de ses 2 parents qui travaillent dans l'industrie, le monde industriel est le seul secteur avec lequel il n'a naturellement aucune interaction. Vous avez des interactions avec le monde du commerce, le monde des services, le monde du bâtiment, parce que c'est dans votre vie quotidienne. Vous allez aller faire des courses, accompagner vos parents, vous allez voir un artisan venir faire des travaux chez vous, vous allez découvrir ce monde. L'industrie, c'est un endroit fermé dans lequel, si vous ne rentrez pas, vous ne savez pas ce qui se passe dedans. Donc on défend une idée simple, c'est que avant la fin de la 7e, comme les enfants adorent faire une visite au musée, il faudrait rajouter une visite à l'usine. Et en plus, quand ils y vont, le pire, c'est que quand ils y vont, ils sont très contents, ils voient des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas du tout, très loin des images d'Épinal. Alors est-ce qu'on est assez mobilisé ? Je ne sais pas en tout cas. Ça fait partie des messages qu'on pose, qu'on travaille avec l'éducation nationale, on travaille avec les territoires. Et, dernier point sur la réponse globale et l'ancrage des territoires. On ne fera rien sans le soutien et l'accompagnement du territoire d'accueil. À la fois pour l'acceptabilité, on l'a vu quand même à certains endroits, c'est compliqué, la pédagogie,
on ne fera rien parce que quand il y a des enjeux lourds, les infrastructures, les écoles, le logement, on peut contribuer, mais on ne peut pas tout faire. Donc, se mettre dans une démarche prévisionnelle là-dessus et travailler ensemble, ce sont vraiment des éléments importants. Et puis, pardon pour ma réponse, mais je n'ai pas relu avec attention le rapport de la Cour des comptes. Donc, je me garderai de faire une réponse détaillée sur une analyse que je n'ai pas faite. Moi, ce que je veux redire, c'est que ce qui est important, c'est pas est-ce qu'on relocalise, est-ce qu'on relocalise pas, c'est est-ce que l'industrie se développe. Et il n'y a pas une bonne réindustrialisation. Toute personne qui a envie de faire un peu plus d'industrie en France est la bienvenue. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient? Est-ce que c'est à travers Choose France qu'on a donné envie à un grand groupe international de venir s'implanter chez nous? C'est très bien. Est-ce que c'est la PMI qui est convaincue qu'elle peut s'agrandir là où elle est, qui a un beau projet et qui le met? Et donc, j'en resterai là pour ma réponse sans doute insuffisante. Merci. Je demande vraiment à nos collègues de raccourcir leurs questions. On va passer aux questions de Sylviane Noël, Yves Blenven et Serge Mérilou. Sylviane. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je souhaite vous interroger sur le sujet de la MACF qui conduira à renchérir le prix de l'acier et de l'aluminium pour les industriels européens alors que leurs concurrents hors d'Europe qui ne subiront pas ce surcoût pourront y importer leurs produits transformés sans taxe. Par ailleurs, ce mécanisme renchérit grandement le surcoût administratif pour les TPE et les PME, industrielles sous-traitantes aval, à l'heure où il est au contraire urgent de simplifier et d'alléger, sans parler des risques d'infractions douanières et même des surcoûts par l'application de valeurs pénalisantes dans les cas où les déclarations ne seraient pas fournies ou erronées. La période transitoire actuelle doit nous permettre de tout faire pour que le champ d'application de cette taxe soit élargi à d'autres produits transformés, aux composants mécanismes et aux biens d'équipement comportant une forte proportion d'acier sous peine d'une distorsion de concurrence majeure. Qu'en est-il de l'avancée des discussions avec la Commission européenne qui doit faire des propositions législatives en ce sens, et quelles sont les pistes concrètes pour trouver un autre système permettant de neutraliser l'effet du prix carbone sur la compétitivité relative de la filière aval avec le reste du monde? Je vous remercie. Yves. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de France Industrie. Je ne vais pas revenir sur les propos d'Olivier, notre président de délégation des entreprises, mais c'est clair qu'il faut faire quelque chose sur la problématique des procédures qui sont enclenchées systématiquement chaque fois qu'un industriel veut ouvrir une usine. Moi, je reviendrai sur 3 petits points rapidement. Le premier, c'est face à une denrée qui se raréfie, qui est le foncier, on risque d'avoir la concurrence sur les implantations et l'industrie parfois est là pour le coup la variable d'ajustement. On préfère faire du tertiaire, on préfère faire du col blanc et malheureusement les territoires ont tendance à faire des choix qui ne sont pas favorables à l'industrie. Il faut absolument qu'on défende l'industrie sur les territoires parce qu'un territoire sans emploi industriel, c'est un territoire qui va passer à côté de l'employabilité de ses habitants. Et c'est pour ça que la labellisation territoire d'industrie est importante, mais je pense qu'on n'en fait pas assez pour pouvoir bien rééquilibrer les choses. Le deuxième élément, c'est comment vous réagissez face à des propositions qui commencent à vous venir aujourd'hui de certains territoires, notamment je pense au bail amphithéotique, parce que le foncier, on ne va pas le renouveler, il faut qu'on l'utilise intelligemment. Et là-dessus, j'aimerais bien avoir votre avis d'industriel ou de représentant des industriels. Et la troisième chose, créer des emplois, c'est important sur les territoires, mais il faut aussi des logements qui vont avec. Et il faut qu'on ait absolument des politiques liées entre la réindustrialisation du pays et des politiques de logement. On connaît l'importance de la participation des entreprises au travers de la PEC pour la construction des logements, mais je pense qu'il faut aller bien au-delà. Et puis il faut sans doute revenir sur une régionalisation de l'usage de ces fonds, parce que tout ramener à Paris, c'est sympathique, mais sans avoir la garantie qu'on ait des retours sur le territoire qui investit. Merci. Serge Mérilou. Madame la Présidente, Monsieur le Président, 2 questions rapides. Une concernant le foncier, ça a largement été évoqué, mais l'accès au foncier, c'est un enjeu majeur. Et je voulais vous questionner sur la mise en place du dispositif site clé en main, qui est prévu dans la 2e phase du programme Territoire d'industrie. Ces sites clés en main ont pour ambition de faciliter l'accès au foncier dans des territoires concernés
par ce programme. Et selon vous, cette mesure sera-t-elle suffisante pour relancer l'industrialisation dans ces secteurs et quels seront les critères à respecter pour ces sites? Et puis une deuxième question sur l'emploi qui a déjà été évoqué, mais pas par le biais pour lequel je voulais l'évoquer. Le dernier tableau de bord produit par France Industrie en décembre présente des conclusions inquiétantes en matière d'activité industrielle de la France. Le rapport évoque la prudence des entreprises en matière d'investissement et d'emploi. Et encore une fois, dans le cadre du programme Territoire d'industrie, le dispositif volontariat territorial en entreprise va être mis en place. On peut saluer cette mesure qui permettrait d'attirer des jeunes talents dans les PME et les ETI industrielles. Toutefois, dans ce contexte de ralentissement de l'investissement, ne sera-t-il pas compliqué de mettre cette mesure en œuvre? Et finalement, est-ce que les entreprises sont en capacité d'accueillir ces jeunes? Merci. Voilà, Monsieur le Président, assez concis de votre côté aussi, si je peux me permettre. Si je ne mets pas le micro, ça ne va pas être bien. Sur le MACF, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vous avez dit. On répète depuis le début, et là aussi, soyons clairs, en termes de principe, mettre un coût au carbone et faire monter progressivement ce coût pour inciter par l'économie, par le fonctionnement naturel de l'économie, à ce que les activités qui peuvent le plus facilement se transformer en consommant moins de carbone se transforment, est une bonne idée. La difficulté, c'est que pour qu'elle fonctionne dans un monde ouvert, il faut que les grandes régions du monde acceptent de mettre en œuvre la taxe. Donc il faut que la Chine et les États-Unis mettent en œuvre une taxe de ce type. Parce que quand on la prend à la source, quand on la prend sur la production des matières premières et que tout le monde paye, qu'elle soit 70, 80, peut-être demain 90, 100 ou 120, on ne change absolument pas les règles de compétitivité puisque tout le monde paye le même coût. On le prend à l'origine là où on sait bien le mesurer et finalement le système fonctionne. La grande difficulté qu'on a pour mettre en œuvre ce dispositif, c'est que et les Chinois et les Américains nous ont très clairement dit qu'ils ne le feraient pas. Et l'IRA aux États-Unis est la démonstration que les États-Unis ont fait le choix de subventionner le décarboné et de ne pas taxer le carbone. Alors, je n'ai pas à moi de dire si ce choix est bon ou mauvais, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et ce qu'on constate depuis qu'on est rentré dans ce schéma, c'est qu'en revanche, vouloir attraper à l'entrée dans l'Europe le contenu carbone de produits est un exercice assez compliqué. Alors, il est raisonnable quand on est sur un produit de base, un tube d'acier. C'est à peu près, il est construit dans les mêmes conditions, il est fabriqué dans les mêmes conditions. On sait en définir assez bien le contenu. Quand on arrive à une porte de voiture, c'est plus compliqué. Quand le produit est fini, c'est un exercice compliqué. C'est le gros avantage de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est que ce que vous taxez, c'est la valeur. Donc c'est le prix qui est en bas de la facture. Quand vous rentrez un produit, son contenu carbone, il est assez difficile à l'entrée de le déterminer. Et donc il faut la bonne volonté de celui qui l'a fabriqué, mais quand il veut importer chez vous, qui ne veut pas mettre en place de taxe carbone, l'exercice est extraordinairement compliqué. Donc on a dit depuis le début, on a fait état de nos difficultés, vous l'avez évoqué, sur des produits semi-finis ou finis, avec le risque que cette taxe soit finalement une incitation à faire en dehors d'Europe pour qu'on importe sans taxe un produit semi-fini ou fini, là où en important le produit de base et en le transformant en Europe, on aurait un coût plus élevé. Donc on a posé toutes ces questions au gouvernement français, on l'a posé à la Commission européenne. On est passé de la réponse, en gros, on va trouver des... Enfin, c'est pas un vrai problème et ça va marcher, à vous avez posé des bonnes questions, on va trouver les réponses. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que je suis président de France Industrie. Ça fait donc un peu plus de 3 ans que j'ai posé cette question et à Paris et à Bruxelles et que j'attends une réponse satisfaisante. Et notre demande là-dessus, elle est très claire. C'est que tant qu'on n'a pas des réponses qui permettent de rassurer sur la compétitivité de l'industrie française et européenne sur ces sujets, il ne faut pas réduire les quotas gratuits. Parce que c'est une condition de la survie de nombreux secteurs industriels. Et comme là aussi, je l'ai dit tout à l'heure, le besoin ne disparaîtra pas. Si ces secteurs disparaissent, on va simplement importer des choses qu'on ne fait plus en France ou en Europe dans des conditions encore moins respectueuses de l'environnement que les activités qu'on aura arrêtées. Sur les procédures, oui, là aussi, à un moment, il faut se poser une question simple, c'est
combien de procédures en parallèle ou en supplément on peut lancer, qui a un intérêt à agir et à quel moment est-ce que... Mais ça, c'est vraiment un choix de la représentation nationale. Moi, je constate les faiblesses de la construction qu'on a faite du droit de recours dans tous les sens, de la non-limitation de l'intérêt à agir. Quand on voit tout ce qu'on demande à une organisation comme France Industrie ou à tous ses adhérents en termes de transparence financière, de représentativité, etc., on peut se poser la question de savoir si on ne pourrait pas se poser la question dans l'environnement associatif, ONG et tous ces gens qui interviennent avec parfois des agendas qui ne me semblent pas tout à fait alignés avec l'intérêt de notre pays, quels sont leurs financements, leurs moteurs, etc. Donc, mais c'est une décision qui me dépasse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet de prendre une décision? Moi, je peux simplement partager le fait qu'il y a un certain nombre de dossiers dans lesquels le nombre de recours qui se sont enchaînés a fragilisé notre capacité à faire. Mais le fait de savoir quelle est la bonne réponse est une réponse qui vous appartient entièrement, parce que je suis le premier défenseur de l'idée selon laquelle on doit être challengé. Donc le fait qu'il y ait des contre-pouvoirs, qu'il y ait des gens qui aient des avis différents, qu'ils aient plus que voix au chapitre et l'industriel est d'autant meilleur qu'il est challengé. Après, challenger juridiquement pendant 10 ans, est-ce qu'on n'est pas à un point d'équilibre qui n'est pas tout à fait optimal? Et donc, voilà, quel type de règles on peut s'imposer tout en respectant l'état de droit, la liberté de chacun à agir? Je suis désolé, mais là, cette question me dépasse. Elle relève des choix de la représentation nationale et je me garderai bien d'aller au-delà. Bail amphithéotique, je pense que c'est pas dans notre culture, ça inquiète un peu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la difficulté dans la durée, on est plus sur les questions de responsabilité, de pollution dans le temps, de dépollution, de coût de la dépollution, et que finalement, quand des terres ou des territoires genre friches industrielles sont gelés, c'est beaucoup plus pour des questions de gestion de la responsabilité dans la durée qu'autre chose. Et donc je pense que si on est capable de trouver des réponses à cette question, on est capable d'assurer la transmission et la gestion sobre de la réindustrialisation. Enfin, sur tout ce qui est site clé en main, le gros avantage d'un site clé en main, c'est qu'il est, entre guillemets, prêt, enfin en tout cas pour beaucoup de critères. Après, en fonction de l'activité qui s'implante, il peut y avoir des choses supplémentaires à faire, mais on ne peut pas demander au site clé en main de savoir ce qui va venir s'implanter. Après, il a un défaut, c'est qu'il est à un endroit. Et donc, est-ce que cet endroit est adapté à l'activité qui veut venir s'implanter? Et là aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, la question c'est, il faut proposer, il faut essayer de se mettre là où on peut, mais je ne peux pas vous promettre que toutes les activités qui voudront venir se mettre chez nous sont capables voient l'intérêt et la pertinence comme choix d'être à un endroit où il existait déjà une surface prête à les accueillir. Il faut pousser dans ce sens-là, ça participe de la sobriété, et en tout cas, nous, c'est les messages qu'on passe. Mais à un moment donné, c'est celui qui investit, celui qui prend la décision, qui doit être convaincu que l'endroit qu'on lui propose répond à sa problématique. Et c'est évidemment l'endroit où il est, c'est les infrastructures, c'est l'écosystème autour, c'est le logement en fonction de l'activité. Il faut rester un peu humble et pragmatique sur est-ce que c'est bien adapté. En tout cas, nous, on milite dans ce domaine pour le respect d'une règle de sobriété et que à chaque fois qu'on peut se mettre à un endroit où il y a déjà eu quelque chose, où on n'empiète pas sur les terres naturelles. Après, je rappelle quand même qu'à l'échelle de la France, les zones artificialisées pour l'industrie sont totalement symboliques puisqu'on est à moins de 1% de la totale de la surface de notre beau pays. Alors, on va prendre les questions de Yannick Jadot, Rémi Cardon et Bernard Buis, s'il vous plaît, concises. Yannick Jadot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous avez évoqué, parfois provoqué, mais on n'a pas le temps du débat. Donc, ben non, vous voyez, je le fais, j'en ai... Bon, en sortant avec plaisir, Monsieur le Sénateur. Mais avec grand plaisir, mais nous avons une autre audition juste après, donc je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de temps à la pause. Effectivement, notre pays a beaucoup délocalisé, beaucoup sur des questions de coûts sociaux, et aujourd'hui, il réindustrialise, et tant mieux, autour de la question climatique, de la décarbonation. Et c'est incontestablement le résultat de la conviction des chefs d'entreprise, de leurs équipes, des salariés, mais aussi de la loi, de la règle, et je vais dire le gros mot, de la norme. Aujourd'hui, quand on est à Bruxelles et quand on est en France, il n'y a pas les industriels.
Il n'y a pas les entreprises. On a beaucoup parlé du mécanisme d'ajustement carbone. S'il y avait une position des entreprises, ce serait simple. S'il n'y a pas les produits finis ou semi-finis, c'est aussi le résultat des pressions d'un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas voulu que ce soit intégré dans le mécanisme d'ajustement carbone. Et ma question est différente. Les États-Unis, incontestablement, et la Chine investissent massivement dans une nouvelle industrie décarbonée autour de la transition écologique. Ils le font avec des normes, mais surtout ils le font avec de l'investissement et des marchés publics. Donc là aussi, j'aimerais connaître votre position en tant que France Industrie dans cette discussion. Est-ce que vous êtes favorable à ce que l'Europe fasse un emprunt commun pour faire une vraie politique industrielle de soutien aux entreprises comme les États-Unis, 370 milliards, et sur les marchés publics? Le mot européen, c'est réciprocité, mais ça ne veut rien dire. Parce que la réciprocité, ça veut pouvoir dire être aussi ouvert que l'Europe, c'est ce que défendent une bonne partie des industriels et des entreprises au niveau européen, ou aussi fermé que les autres. Vous voyez bien que ce n'est pas le même sujet. Est-ce que vous êtes pour un Buy European Act dont tout le monde parle, ou comme la plupart des organisations industrielles et économiques au niveau européen, ils ne veulent pas de Buy European Act? Merci. Rémi Cardon. Merci Madame la Présidente. Reprenons un peu les trois objectifs de ce qui a été produit dans le texte Industrie verte. Ça a été dit, faciliter la construction d'usines, financer l'innovation industrielle et puis essayer de verdir, on va dire, l'industrie en transformant les procédés. Ces trois objectifs, bon, il y a encore une certaine timidité, je dirais, dans les budgets alloués sur France 2030, dont acte, par rapport si on se compare à ce qui est fait aux États-Unis ou autres. Moi, dans ce que j'ai entendu, vous avez dit il y a trois enjeux: compétitivité, énergie et compétences. Le cas de Tiamat à Amiens, puisque en tant que sénateur de la Somme, j'ai suivi le dossier de près, c'est en fait, on a commencé par les compétences, on a misé dans la recherche et en l'occurrence l'UPJV, l'Université Picardie-Jules Verne, qui a mis des moyens conséquents en ayant, bien sûr, Jean-Marie Tarascon, professeur, qui a, lui, mis beaucoup de son énergie là-dedans, mais c'est par la compétence qu'on arrive à relancer l'industrie. Et là, en l'occurrence, là, je trouve que... La question, Rémi. Bah oui, j'y viens. En l'occurrence, je trouve que dans ce qui a été produit dans les derniers textes et dans la stratégie française, je ne vois pas une accélération ou une massification de budget sur la recherche pour relancer l'industrie. Je vois plutôt, effectivement, on va dire quelques éléments facilitateurs en utilisant notamment des labels territoire d'industrie. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Merci. Bernard Buis. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, ma question portait sur la promotion des filières de l'industrie auprès des jeunes, mais vous avez largement répondu et je me concentrerai juste sur le concours Une assise pour l'industrie, concours que vous avez lancé jusqu'en juin 2024, concours qui invite les élèves à concevoir une assise pour l'industrie en produisant un prototype physique ou en réalisant une maquette virtuelle ou une production numérique. Est-ce que vous avez déjà un retour sur les inscriptions ou c'est encore trop tôt? Merci. À vous, Monsieur le Président. Alors, pour répondre à Monsieur Jadot sur tout ce qui est normes et position... Pardon ? Micro, oui, pardon. Je pensais l'avoir allumé, je l'ai coupé, excusez-moi. Non, pour répondre clairement sur les sujets européens, la question du produit fini, c'est d'abord une question de faisabilité. Et notre opposition sur ce sujet, elle vient du fait que définir à l'entrée de l'Europe le contenu carbone d'un produit fini est un exercice. C'est une question que j'ai posée à tous les gens compétents dans le domaine que j'ai rencontrés. J'attends toujours une réponse satisfaisante, qui ne soit pas détournée à l'origine par le pays producteur en faisant une allocation fictive de son énergie. Et finalement, ce qu'on... On en parlera après, mais je vous dis, j'ai posé beaucoup de questions et je n'ai pas vu un exercice qui soit vraiment satisfaisant et notamment qui soit robuste aux pratiques commerciales ou aux mesures de contournement qui pourraient être décidées ou élaborées dans le pays qui nous envoie le produit. Sur le Buy European Act, je vous confirme qu'il n'y a aujourd'hui pas de consensus en Europe entre les organisations patronales sur ce sujet. En revanche,
La position de France Industrie est très claire, nous la soutenons. Et on se heurte à une difficulté aujourd'hui telle que je la mesure. Alors peut-être que ma formulation est malheureuse et je m'en excuse par avance, mais les Américains sont d'accord pour faire un Buy American Act parce qu'ils sont une nation, l'Amérique. Ce qu'on observe dans les discussions, c'est qu'un Polonais sera sans doute d'accord pour faire un Buy Polish Act, un Espagnol un Buy Spanish Act, un Allemand un Buy German Act, mais que quand on monte au niveau de l'Europe, je ne sais pas si c'est vrai dans tous les pays, mais en tout cas, on se rapproche de quelque chose qui est accessible. Quand on monte au niveau de 27 pays, on voit bien qu'il n'y a de consensus nulle part pour se dire qu'il faudrait monter à l'étage de l'Europe, et c'est bien à l'étage de l'Europe que ce sera efficace, d'autant plus qu'à l'étage d'un pays, c'est globalement interdit par les règles européennes. Et donc on contourne avec du contenu local, avec des règles, et on l'a vu avec les voitures électriques, ça donne des solutions qui sont complexes pour essayer d'atteindre l'objectif qui est que des subventions. Mais les Chinois et les Américains n'ont aucun état d'âme pour dire pas un sou d'argent public pour des produits qui ne sont pas fabriqués en Chine ou aux États-Unis. Donc je ne sais pas à quel moment on sera capable de le faire, mais je pense que ça fait partie des objectifs stratégiques qu'on devrait avoir. Et je suis obligé de reconnaître que la maturité des différentes organisations et des différents États sur ce sujet m'amène à penser que on y est malheureusement. Et puis, et pour finir de répondre, moi je suis un grand adepte du libre-échange, mais il faut que les règles soient équivalentes. Et tout le monde est d'accord pour dire qu'au moment de la crise des années 30, le fait que les pays soient refermés chacun sur eux a aggravé la crise, donc on voit bien les conséquences des restrictions au libre-échange. Mais dans un monde dans lequel tous les autres se referment et mettent des barrières, eh ben, il vaut mieux que le dernier qui reste le fasse aussi, parce que s'il est le seul à être ouvert, là il souffre encore plus que s'il s'est protégé. Et donc c'est tout cet équilibre, mais c'est comme sur la réglementation et tous les sujets que j'évoquais tout à l'heure. C'est comment est-ce qu'on est capable, avec le monde économique, de construire les points d'équilibre dans lesquels on avance dans la bonne direction. Et je veux le redire sur les sujets de décarbonation et d'environnement, le monde industriel que je représente est pleinement engagé, avec cette limite que si vous nous en demandez trop, à un moment donné, on ne répondra pas par du mieux, mais par du moins. Et c'est ce point d'équilibre qu'il faut qu'on recherche en permanence. Et en tout cas, France Industrie se veut, avec la représentation nationale et tous les services de l'État, un partenaire responsable de dialogue pour essayer de construire ce point d'équilibre. Alors, on y arrive plus ou moins bien, mais en tout cas, c'est notre volonté. Sur tout ce qui est recherche, pour répondre à M. Cardon, je pense que on a le CIR, on a France 2030 qui a été construit à partir de priorités qui ont été élaborées par le monde économique. C'est le rapport Potier, c'est les 14 filières d'avenir dans ce domaine. Je pense que là aussi, on est dans un bon exemple de dialogue, d'identification partagée des endroits où on peut avancer. Et ensuite, dans ce catalogue ou dans cette liste de priorités, l'État a choisi, compte tenu de ses moyens et de ses arbitrages, un certain nombre, mais on est bien en face de sujets où on pense qu'on est capable d'avancer. Et nous, on est convaincus qu'on construira l'industrie de demain et la réindustrialisation de la France sur de l'innovation, sur de la technologie, sur de la montée en gamme. Mais tout ça, ça coûte. Donc il faut être capable d'investir. C'était évoqué par Madame la Présidente. On n'est pas encore au bout des effets de la remontée des taux d'intérêt sur la capacité d'investissement de nos entreprises dans une conjoncture économique qui est un peu moins porteuse qu'il y a un an. Donc c'est tous ces équilibres qu'on essaye en permanence de mesurer. Et j'en profite, puisque vous me tendez une perche même indirecte sur l'innovation, pour vous dire que le CIR est un magnifique outil qui profite très largement à l'industrie et que notre demande est très simple, ne touchez à rien. Je ne l'aurais pas dit à cette occasion, je pense que c'est mes mandants qui me l'auraient... Pardon. Non. Voilà, et avec ça, j'ai oublié la dernière question. Bernard Buis sur le concours. Ah oui, on est encore une fois, c'est juin 2024. On a essayé de faire vivre ce sujet. Il est un peu tôt pour vous donner une approche un peu quantitative et tangible. Mais en tout cas, là aussi, je remercie pour la question parce que c'est une bonne illustration. Je ne sais pas ce qui va effectivement marcher, mais on s'est vraiment pris en main autour de ce sujet de l'attractivité, de faire rêver autour de l'industrie, de donner à voir ce qu'est l'industrie d'aujourd'hui, encore ce qu'elle sera de demain.
Et ce concours est une modeste contribution à essayer de faire vivre auprès des jeunes et de tout notre écosystème qui s'intéresse à l'industrie. C'est ce que moi je vois tous les jours, une industrie formidable qui avance et qui décarbone. Merci. Alors on va y arriver. Il nous reste 4 questions. Anne-Catherine Loisier, Jean-Marc Boyer, Sophie Primas, Fabien Gay. Et on devrait presque terminer à l'heure. Merci. Rapidement, Madame la Présidente. Monsieur le Président, au cœur des enjeux de la réindustrialisation, il y a l'accès aux ressources et aux métaux stratégiques. Je ne sais pas si vous en avez parlé, j'étais pas là en début de votre intervention. Malheureusement, ces ressources, elles sont inégalement réparties sur la planète et l'Europe et la France en particulier en produisent en quantité marginale. Non seulement elles n'en produisent pas, mais en plus, elles en transforment peu, puisqu'on sait que 40 à 90% sont transformés en Chine. Donc, c'est dire la dépendance et la fragilité de nos industries en matière d'approvisionnement de ressources essentielles. Donc, je voulais savoir ce que vous pensiez et comment évolue le fonds métaux qui a été créé, je crois, en mai dernier. Comment évolue aussi le Critical Raw Materials Act adopté au niveau européen, là aussi, je crois, au printemps dernier. Est-ce qu'à votre avis, ils sont calibrés pour répondre à ces enjeux? Alors, je répare mon oubli parce qu'il était très, très en haut de la pile. Franck Montaugé et après Jean-Marc. Merci Madame la Présidente, il n'y a pas de souci. Merci Monsieur Sobo pour cet échange. J'aurais 2 petites questions. Êtes-vous favorable à la conclusion de PPA, la réforme du marché européen de l'électricité qui se dessine le permettrait, donc de contrats entre producteurs et industriels, c'est-à-dire entre producteurs d'électricité et industriels, c'est-à-dire de contrats d'intéressement des gros consommateurs aux investissements à financer pour être au rendez-vous donc de l'électrification décarbonée des usages. Voilà, c'est un système qui n'existe pas aujourd'hui, qui peut avoir un certain avenir. Ça m'intéresserait de savoir. Ça permettrait, entre autres, de répondre à un de vos soucis permanents que je partage évidemment, qui est celui de la prévisibilité, de la stabilité et de l'optimisation des prix de l'électricité du point de vue des industriels consommateurs. Et ma deuxième petite question, quelle place voyez-vous à terme, alors on n'est pas dans une situation où la technologie aujourd'hui est mature, pour les SMR dans l'industrie? Parce que je pense que là aussi, il y a un sujet qui peut bouleverser un petit peu l'économie de l'électricité pour les consommateurs industriels et les gros consommateurs industriels en particulier d'électricité. Merci. Jean-Marc Boyer. Oui, merci. Dans mon département, une industrie pneumatique, Michelin, travaille beaucoup sur la décarbonation. Dans le domaine de l'industrie, comme dans le domaine agricole, vous nous parlez du niveau d'exigence imposé en France avec des transpositions françaises qui pénalisent nos entreprises alors que les importations n'ont pas le même niveau d'exigence. Alors, qui décide en fin de compte de ces transpositions françaises dans le domaine de l'industrie comme dans d'autres domaines? Et deuxième question, à vouloir être plus vertueux que nos voisins, ne pensez-vous pas que ces règles imposées par le verdissement conduisent notre économie française sur la pente de la décroissance? Je crois que le président a déjà largement répondu, Jean-Marc. Ah oui, on va faire vite. Oui. Sophie Primas. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Président, moi j'ai quelques questions très très rapides. Vous avez parlé du défi de la compétitivité et notamment en indiquant que les entreprises françaises étaient plus taxées que les autres. Est-ce que vous pouvez nous faire un point là-dessus? Quelles sont les taxes que vous voudriez encore baisser? Nous, on a un souci ici à la Chambre des territoires qui est la disparition de la CVAE. Vous avez dit textuellement on ne fera rien sans le territoire d'accueil. Aujourd'hui, le territoire d'accueil va être compensé au lieu d'avoir une recette qui est une recette dynamique. Qu'est-ce que vous avez derrière cette baisse de la compétitivité? Deuxième élément, j'aurais aimé que vous nous fassiez un petit point rapide sur les écoles de production. On a compris que vous y étiez favorable, mais aujourd'hui, quel est l'engagement de l'industrie dans ces écoles de production? Et troisièmement, nous avons beaucoup bataillé ici pour mettre le logement dans la loi d'industrie verte parce qu'on considérait que les grandes entreprises, très grandes qui s'implantent, elles viennent avec beaucoup de nécessités de personnel et qu'il faut les loger. On n'a pas réussi. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, Fabien Gay et Daniel Salmon, en m'excusant avec Daniel, je l'ai aussi loupé. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Il y a beaucoup de choses à dire, mais pareil, je vais m'en tenir au fond. Moi, je suis un peu frustré
Parce que je trouve que vous arrêtez au milieu du gué. C'est-à-dire que vous nous donnez des solutions, mais pas toutes. Et moi, je pense lorsqu'on est dans un débat comme ça, il faut y aller assez franco. Par exemple, en 3 questions, je reprends la question de Madame Prima. Dites-nous quelle taxe il faudrait abolir. Mais en même temps, il faut nous dire, si on abolit un certain nombre de taxes, est-ce que vous êtes d'accord qu'on arrête les 162 milliards de cadeaux fiscaux chaque année aux entreprises, dont le CIR. Parce qu'on ne peut pas dire d'un côté, on a trop taxé, mais en même temps, on ne le rappelle pas assez, les entreprises françaises sont les plus aidées au monde. Deuxièmement, par exemple, vous dites que vous êtes pour le marché, tout ça, et vous en avez tout à fait le droit. Mais par exemple, on a la question sur l'électricité. Effectivement, on a une énergie la plus décarbonée, la plus efficace. Sauf que ça, ce n'est pas le marché qui l'a réglé. C'est un service public avec un monopole public. Et donc quand on a des entreprises qui croient au marché, mais lorsque ça dérègle, comme on a connu les 2 dernières années, on appelle l'État et on dit au secours, il faut maintenant revenir à quelque chose d'équilibre. Donc moi je trouve qu'il y a une question qui est posée avec la crise énergétique. Soit on reste dans le prix du marché et dans le marché européen de l'énergie, et donc on accepte à un moment donné que le prix s'envole, qu'on ne le maîtrise pas et qu'il y ait des entreprises qui ferment, ou alors on se dit, il y a une autre solution, c'est revenir à un service public, un monopole public, parce qu'on peut maîtriser les coûts de production avec les prix. C'est une question, non, mais je la pose. Et troisième chose, c'est sur justement les normes et tout ça. Vous en avez beaucoup parlé. Moi, je pense qu'il faut dire, et c'est là où je trouve que vous arrêtez un peu au milieu du gué, parce qu'on a souvent ça, le modèle social, les normes environnementales et sociales, mais il faut nous dire concrètement quoi. Par exemple, vous avez dit, un des attraits pour réindustrialiser, c'est après avoir des services publics, des écoles, etc. Mais ça, c'est un modèle social qui se finance. Donc, s'il n'y a pas ce modèle social, il n'y aura pas aussi tous ces attraits. Deuxième question, et j'en finis par là, sur la question des salaires, parce que c'est une des questions de la désindustrialisation. Moi, je vous le dis, je ne rêve pas d'un modèle où on paye les salariés 200 ou 300 euros. Mais c'est un débat. Donc, est-ce que, par exemple, sur cette question des salaires... Non, mais je ne dis pas que vous avez dit ça. Et personne n'a dit ça. Mais lorsqu'on dit il y a trop de normes sociales et environnementales, il faut nous dire quoi? Par exemple, comme un des points d'accroche, c'est les salaires, est-ce que vous êtes pour qu'on baisse les salaires? Ou est-ce que, par exemple, dans le moment que nous vivons, nous sommes pour augmenter les salaires? Vous voyez, je pense que ça, c'est quand on rentre dans le dur, ça, c'est des débats intéressants et on peut en sortir des choses. Et après, peut-être qu'on ne sera pas d'accord in fine. Merci Fabien. Pour autant, quand même, on a eu d'ores et déjà un débat intéressant. Daniel Salmon, très rapidement. Merci, très rapidement. Pour rebondir, vos mots ont peut-être dépassé votre pensée. Vous avez parlé d'une industrie sans état d'âme. Vous avez dit également qu'il n'y avait pas de bonne industrie pour vous. Je pense que l'industrie n'est pas hors de notre biosphère et qu'elle doit s'intégrer avec les enjeux à venir. Juste pour revenir, mon collègue à côté en a parlé des énergies renouvelables. Aujourd'hui, le photovoltaïque se développe d'une manière exponentielle dans le monde. 415 gigawatts installés l'année dernière, 1000 gigawatts en 2030. L'Inde et les États-Unis ont fermé leur marché aux panneaux bradés de Chine. Qu'est-ce que l'on fait? Comment est-ce qu'on réagit? Vous avez parlé d'ouvrir, de fermer. Quelle est votre vision sur cette affaire? Si vous le permettez, puisque nous allons discuter en hémicycle la semaine prochaine le projet de réforme de la fusion ASN-IRSN, je voudrais connaître votre avis, en tout cas celui de l'industrie, sur ce projet de réforme. Merci beaucoup. Et tout ça en 4 minutes, si j'ai bien regardé l'heure. Alors, je ne voudrais pas faire attendre Arnaud Rousseau. Très rapidement, sur tout ce qui est métaux stratégiques, j'irai un cran plus loin, c'est tous les enjeux de souveraineté. Je le redis, nous, notre conviction, je partage à la définition de Lugala, la souveraineté, c'est pas tout faire tout seul, c'est faire suffisamment de choses suffisamment bien pour qu'on soit aussi dépendant des autres qui sont dépendants de nous. Et donc la question, c'est sur tous ces sujets métaux stratégiques, ils sont très peu en Europe. Alors, au-delà des quelques endroits, on ne veut même pas regarder ce qu'on a, mais c'est très marginal. Le vrai sujet, c'est de faire une cartographie, c'est tout ce qui est fait avec le fonds pour être capable d'investir et être sûr que là où on a des enjeux, on traite avec des gens sur qui on est
où on en a suffisamment de fournisseurs, où on est suffisamment fort pour se dire ils vont jamais nous couper les vifs, parce que les conséquences d'une décision de ce type seraient pour eux aussi dévastateurs que pour nous. Et vous avez tout à fait raison d'insister non seulement sur la matière première, mais sur là où les transformer, parce que notamment sur les terres rares, un certain nombre de choses, le lithium, etc., les industries de transformation de ces matières premières sont assez loin des standards, notamment quand elles sont exploitées en Chine, auxquels on aspire. Et je ne sais pas si on a toutes les solutions là technologiques pour le faire dans de bonnes conditions chez nous. Et je pense que si je promouvais massivement l'idée qu'on fait ça chez nous, M. Jadot me tirait très vite les oreilles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas toujours sûr de pouvoir le faire dans des conditions, compte tenu de ce qu'on l'a encore jamais fait et que je ne maîtrise pas toutes les solutions techniques pour y arriver. Mais tout ce qu'on sait faire chez nous, moi je suis très pour aussi. Sur les PPA, donc ça existe déjà sur les énergies renouvelables. L'idée, c'est avec les contrats d'allocation de production nucléaire de pouvoir faire sur le nucléaire existant. Et la question, c'est pas tant l'outil que les conditions. C'est-à-dire que derrière un contrat de ce type, c'est quelle avance en tête, quel niveau de prix dans la durée, quel type d'engagement, comment on exerce la clause de take or pay, etc. Et donc, quelles sont les entreprises qui sont capables de les signer. Mais l'outil aujourd'hui, il existe. Est-ce qu'on peut l'étendre à l'hydraulique comme le font aujourd'hui les Norvégiens? Il y a un certain nombre de questions posées, mais l'outil existe. La question, c'est comment on le met en œuvre et est-ce que ça répond à la problématique de compétitivité. Place des SMR, je suis comme vous, j'aimerais bien que ça marche. Je pense que si on y arrive dans des conditions de sécurité, c'est un levier, je pense notamment à nos territoires ultramarins, où on peut être capable de poser des solutions finalement de taille raisonnable. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est la barrière technologique, c'est-à-dire quand on écoute les gens qui le font, ça peut faire rêver. Après, on sait tous que la somme des contraintes qui est derrière tout ça sont assez élevées. Alors ensuite, c'est décarbonation, Monsieur Boyer. Pardon, j'arrive pas à relire la question. Ah oui, qui décide, pardon, c'est tout ce qui est surtransposition. Pardon, mais c'est vous. Enfin, je veux dire, la transposition d'une règle européenne, c'est le Parlement pour beaucoup de sujets, et c'est quand c'est directement réglementaire, c'est l'État. Et là, nous, on défend une règle assez simple, c'est qu'on se pose la question, avant d'aller ou au maximum des seuils, ou au-delà même des fourchettes qui sont proposées par l'Europe, qu'on se pose la question de la faisabilité technique ou technologique. Je pense à des sujets sur les poussières de bois où on avait réussi à fixer un seuil qui était au-delà de tout ce que les machines existantes dans le monde savaient faire pour filtrer l'air. Donc, de toute façon, l'activité, c'était où on arrête ou on ne respecte pas la règle. Donc on a réussi à faire bouger des choses, mais nous, on ne peut qu'alerter à chaque fois que le seuil qu'on nous fixe va avoir des conséquences, ou en termes de faisabilité technique, ou en termes de perte de compétitivité. Et ensuite, malheureusement, la décision, elle relève des différents instruments législatifs ou réglementaires qui sont prévus à cet effet. Sur les impôts de production, sur ce qu'on peut encore supprimer. D'abord, nous, on milite pour qu'on réduise tout ce qui pèse de façon anormalement élevée sur l'industrie. Je rappelle que l'industrie, c'est tout compris un peu plus de 12% de son poids dans le PIB. L'industrie paye 25% de la CVAE. Donc c'est un impôt que je qualifierais dans son effet d'anti-industriel, puisqu'on paye beaucoup plus que son poids dans le PIB. C'est pareil pour la C3S, même si elle a été reconcentrée. On paye de nouveau plus de 20% de la C3S. Et d'ailleurs, sur la C3S, il n'y a pas d'effet collectivité. Après, je veux le redire, et pas seulement parce que je suis dans cette grande maison qui représente nos territoires, je crois profondément qu'il faut trouver les solutions pour garder un lien entre activité économique et territoire, y compris sur le plan fiscal. Je pense qu'il y a des solutions qui sont accessibles autour d'impôts nationaux à dynamique, c'est-à-dire dont la ressource, quand vous regardez l'évolution de la CVAE et de la TVA, on est sur des choses qui sont assez proches, et les dynamiques d'assiette sont, si vous le regardez sur la durée, assez proches. La question, c'est comment on recrée un lien entre l'activité et la quote-part que reçoit le territoire. Et il me semble qu'on pourrait travailler utilement sur des questions d'assiette. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini une part qui est reversée au territoire,
la répartition de cette part va dépendre du développement, que ce soit de l'emploi, de l'investissement d'un territoire. Et un territoire qui accueille plus d'activités verra dans la règle de répartition se verra confier un avantage parce que celui qui a accueilli 1 milliard d'investissements, qui a une masse salariale qui augmente parce qu'il a un établissement qui a créé 1000 emplois, il va avoir, en termes de règles de répartition, un avantage. Alors après, est-ce que ça fonctionne? Quelles sont les conséquences? Je ne peux pas, évidemment, tout faire tout seul et on est prêt à travailler avec tous ceux qui le souhaitent. Mais en tout cas, nous, on défend l'idée qu'il faut qu'il reste un lien entre l'activité économique et le territoire qui l'accueille. Il reste la taxe foncière, il reste un certain nombre d'éléments de la CFE. Voilà. Après, il y a aussi d'autres lignes de charge, mais là, on va renvoyer sur d'autres questions qui sont l'équilibre des finances publiques, la maîtrise des dépenses, et puis quelques questions qui m'ont été posées sur les services publics et l'accueil. Mais encore une fois, avec l'arrivée de nouvelles activités, avec l'arrivée de salariés, il y a aussi de la création de richesses qui va avec et des ressources fiscales qui vont arriver naturellement autour de tout ça, puisqu'on a quand même un taux de prélèvement qui est tout à fait fort. Alors je veux le redire sur les salaires, et je pense l'avoir dit dans la projection que j'ai donnée sur l'industrie. On pense que l'industrie de demain, c'est une industrie qui est innovante, qui est tournée vers l'avenir, qui monte en gamme. Donc le sujet, c'est évidemment pas, pour les chiffres qui ont été évoqués, de payer des collaborateurs au niveau qui ont été évoqués. C'est par la montée en compétences, c'est par l'intelligence individuelle et collective qu'on arrivera à répondre aux défis de demain et pas par la lutte effrénée sur le coût et en particulier sur le coût salarial par rapport à d'autres pays. Enfin, sur la question des normes, je pense y avoir largement répondu. C'est une question de réglementation, c'est une question d'équilibre et d'être capable en permanence de se poser cette question. Sur le sans état d'âme, j'ai l'impression qu'on a un tout petit peu coupé ma phrase, pour être honnête, mais en tout cas, sur tous ces sujets, quand je dis je suis sans état d'âme, c'est-à-dire que c'est pas à moi de choisir les bons, les moins bons, et je pense que compte tenu de l'ensemble des règles qui s'imposent à la France, toute activité industrielle qui vient s'implanter chez nous sera contributive à la protection de l'environnement par rapport à la laisser dans un pays qui est moins exigeant et d'importer les produits qui seront faits là-bas, pour expliciter la formule. Enfin, sur la question que Madame la Présidente a bien voulu me poser, nous, on est, là c'est l'industriel qui parle, on est effectivement très attaché à ce que le projet de rapprochement entre l'IRSN et l'autorité de sûreté nucléaire puisse se faire, pour une raison simple, c'est qu'on a un formidable projet industriel de construction d'un certain nombre de centrales nucléaires qui pourrait aller jusqu'à 14, qu'on est le seul pays du monde dans lequel on a cette diarchie et que dans l'exécution d'un projet de ce type, il nous semble que ça à la fois ne présente pas de risque et améliorera la transparence, la simplicité, l'efficacité du dispositif. Et j'en profite quand même pour rappeler sur notre parc nucléaire, là aussi, quand on essaye de se comparer à d'autres pays du monde, que l'ensemble des règles qu'on s'impose, et je ne pense pas que les autres grands pays industriels qui ont des centrales, je pense notamment à nos Américains, soient moins soucieux que nous de la sécurité, l'ensemble des règles qu'on s'impose se traduit par des coûts de maintenance et des périodes d'indisponibilité de nos centrales qui sont bien supérieures à ce qu'on rencontre dans d'autres pays du monde. Donc jusqu'à quel point, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut réduire les exigences, mais se poser les questions du pourquoi et essayer d'apporter les réponses à la fois les plus efficaces et les plus pragmatiques. Et en tout cas, dans ce domaine, on défend l'idée que d'avoir un seul interlocuteur qui a à la fois l'autorité et la compétence technique et qui met tout ça en œuvre pour accompagner un formidable chantier industriel qui va s'étaler sur plusieurs dizaines d'années est sans doute une solution pragmatique et efficace. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir consacré autant de temps et avec des réponses extrêmement précises. Et vous avez, je crois, pratiquement répondu à l'ensemble de nos collègues. C'était un exercice long pour vous, mais vraiment très intéressant. Et on ne manquera pas de vous réinviter. En tout cas, merci. Et vos propos ne sont pas restés au milieu du gué. En tout cas, c'est pour moi véritablement ce que j'ai pu constater à travers votre intervention. Merci aussi, Monsieur le Directeur. Et bonne journée à vous. Merci pour votre temps, votre écoute et comme toujours à la disposition de la représentation nationale pour faire avancer la cause de l'industrie et poursuivre nos débats, peut-être avec un peu plus de temps si vous le souhaitez ou si l'invité suivant est un peu plus tard. Pas de souci.